Bonjour Yves Verret, bienvenue à l'Institut international de prospective sur les écosystèmes innovants. On va parler d'innovation, bien évidemment, mais on va parler d'innovation dans un domaine très particulier qui est tout le champ de l'information. Vous avez été, à travers votre métier, au cœur de ces enjeux. D'abord, peut-être en 2 minutes, pouvez-vous nous raconter votre vie ? Oh, ma vie, de façon très synthétique. Je me suis passionné pour les technologies de l'information dès la sortie d'école d'ingénieur, oui. Alors que j'avais fait une école dans l'aéronautique, dans tout autre domaine. Et j'ai passé ma vie à accompagner l'arrivée des technologies de l'information qui ont révolutionné notre monde. Dans le civil, mais aussi dans le militaire. Civil, militaire, très souvent sur des sujets très technologiques qui ont préfiguré ce qui est en train d'arriver aujourd'hui avec l'Internet des objets. Donc vous commencez votre vie professionnelle à peu près vers quelles années ? Je suis sorti d'école d'ingénieur en 72. À l'époque, on faisait encore une année de service militaire. Donc j'ai commencé à travailler en 1973. Donc je suis vraiment arrivé avec l'informatique. Voilà, c'est ça. Alors, où en est l'informatique en 73 ? C'est intéressant d'évoquer cela par rapport aux jeunes générations qui nous écoutent. Ces jeunes générations qui souvent disent « Mais comment vous faisiez pour envoyer des mails avant Internet ?» Mais je vais vous donner un élément qui est très intéressant pour les jeunes générations. J'ai quand même fait une grande école d'ingénieur. Je n'ai jamais entendu le mot informatique avant d'être en école d'ingénieur. J'ai fait tout mon cycle de formation, les classes prépa, je ne savais pas ce que c'était. J'ai découvert l'informatique à l'intérieur de l'école d'ingénieur. Alors, envoyer des mails, on n'envoyait pas de mails. Ouais, on est obligé d'envoyer. On se téléphonait déjà, mais pas avec des portables, mais avec du fixe. Le fax on se téléphonait existait. Et on écrivait beaucoup. Écrivait beaucoup. Il y avait quand même... La Poste était une société prospère. Et le fax ? Le fax, on l'utilisait, oui, dans les entreprises. Mais uniquement dans les entreprises, pas dans la vie privée. Alors, à quoi ressemble l'informatique au moment où vous rentrez en fonction ? C'est quelques gros ordinateurs sur la planète ? C'est un peu plus que quelques gros ordinateurs sur la planète, mais ce sont surtout des gros ordinateurs enfermés dans des salles de calcul auxquelles l'accès est difficile. Et puis on y va en apportant ses bacs de cartes perforées, voire ses rubans perforés, et on va récupérer son listing. Donc c'est quelque chose avec lequel on a une interface extrêmement difficile et lointaine. L'informatique est quelque chose qui est enfermé dans des salles blanches. Et à l'époque, ou quelques années avant, le président d'IBM annonce quelques gros ordinateurs suffiront aux besoins de la planète. Donc, et d'ailleurs ça a été la stratégie d'IBM pendant très longtemps, il considère que l'informatique c'est des mainframes. Vous allez vivre en direct l'explosion de la micro-informatique. Comment vous anticipez cela ? Est-ce que vous l'avez anticipé vous-même ou est-ce que c'est passé finalement du tout au rien ? Je me rappelle une étude que j'avais faite dans les années 80 où encore, à l'époque, on se demandait si l'informatique personnelle, l'ordinateur sur le bureau, avait encore un futur. Mais j'aime bien regarder le sujet par l'autre extrémité, c'est-à-dire non pas par les calculateurs, mais par les usages qu'on en fait. Et quand l'informatique est arrivée, le premier usage qu'on a imaginé, c'est quand même d'en faire un moyen de calcul. C'est devenu un moyen pour faciliter la gestion des entreprises. Et petit à petit, c'était encore quelque chose de très enfermé dans des fonctions très particulières. Et c'est à cette époque-là qu'effectivement, on n'imaginait pas autre chose que des mainframes parce que ça allait bien pour faire ce que ça a fait. Et puis petit à petit, ce qui s'est passé, c'est que c'est toute la société qui a basculé dans l'information qui prend de la valeur par rapport au produit, et du coup, les moyens de traitement de l'information qui commencent à se diffuser. Et quand la micro-informatique est venue, ce n'était pas la micro-informatique le point majeur. Le point majeur, c'est que d'un seul coup, l'individu, même professionnellement, était un homme qui gérait des masses d'informations, qui en créait, qui en utilisait et qui en gérait. Et je dirais, à la limite, je n'ai même pas vu le micro-ordinateur. Ce que j'ai vu, c'est la transformation complète de la vie
de la vie dans les entreprises d'abord, et puis petit à petit, la contagion a été rapide, et ça a été la vie personnelle. Je vais vous raconter quelque chose qui date justement de l'apparition de la micro-informatique. Comme tout le monde, j'ai fini par acheter un micro-ordinateur que j'ai mis à la maison. Avec résistance. Vous résistiez? Non, c'était mon métier. Je n'avais pas résisté, c'était mon métier. Une curiosité, mais parfois... La résistance n'était pas chez moi, la résistance a été du côté de mon épouse. Mais c'est autre chose. Mais ce que je regarde, c'est le comportement des enfants. Oui. J'avais 2 enfants nés en 75 et 77 et un 3e né en 84. Les 2 premiers, il a fallu qu'ils apprennent l'informatique. C'était quelque chose d'étranger. Le 3e, j'ai mis un micro-ordinateur à la maison, je lui ai jamais rien expliqué. Et c'est lui qui expliquait à sa mère comment il fallait s'en servir. Alors, 30 ans, plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des technologies de l'information. Au fond, la question qui me brûle la bouche, c'est quid des 30 prochaines années? Comment voyez-vous là le futur de l'informatique? Vous qui avez 30 ans d'expérience dans ce domaine. Il n'y a pas de futur de l'informatique, c'est le futur de notre société, qui est une société dans laquelle, de façon définitive, au moins pour un certain temps, l'information est probablement ce qui a le plus de valeur. Et alors, quand vous dites l'information est ce qui a le plus de valeur, c'est un point très très important parce que, au fond, on apprend dans l'histoire que nous vivons dans un monde capitaliste où c'est l'argent qui a le plus de valeur. Donc, pourquoi ce passage d'un monde dominé par l'argent à un monde dominé par l'information? Pourquoi l'information? Parce qu'on pourrait se dire presque l'information, ça n'a pas de valeur puisque c'est partout gratuit. L'information, ce n'est pas partout gratuit. L'information, ça s'échange et ça s'échange à prix d'or. Les sociétés qui ne manipulent que de l'information, prenez Google, qui est quand même une société qui est née en 98. Donc c'est pas une vieille société, c'est une société qui est née en 98. Elle n'a pratiquement jamais fabriqué aucun produit. Elle ne fait que traiter de l'information. Et c'est la première capitalisation boursière mondiale. Donc ce lien entre l'information et l'argent, heureusement ou malheureusement, j'en sais rien, mais il est extrêmement fort. Mais je pense que c'est pas ça qui est le plus significatif. Ce qui est le plus significatif, c'est de voir comment, petit à petit, les hommes se détachent de la propriété de tous les produits qui font leur vie pour s'intéresser à leur usage grâce à la maîtrise de l'information. Regardez la mobilité. De plus en plus, les gens commencent à regarder les services de mobilité plutôt que l'acquisition de véhicules modernes. Ça va être la même chose dans tous les compartiments de la vie. Et petit à petit, on va dans une économie où la clé sera effectivement l'information. Et où la valeur de quelqu'un sera non pas sa capacité à détenir l'information, parce que l'accès est libre, mais sa capacité à s'en servir. À s'en servir, à la créer. Et à en créer, bien sûr. À en créer et à s'en servir. Comment vous voyez le futur de GAFA, Google, Apple, Facebook Moi, j'avoue que ce futur me terrorise un peu parce que si on laisse GAFA tout seul, le monde sera complètement dans les mains des hommes qui dirigent ces sociétés et qui sont, comme par hasard, ceux qui aujourd'hui portent aussi la vision transhumaniste, avec laquelle j'ai quand même quelques petits problèmes d'éthique. Je suis atterré de voir que dans notre Europe, personne ne prend conscience de la nécessité absolue de reprendre le contrôle de ces technologies. D'une part, pour assurer notre souveraineté, mais aussi pour assurer de l'emploi à nos jeunes. Parce que si on n'achète que des produits qui viennent de Californie, nos jeunes, ils partent tous travailler en Californie. Vous le savez mieux que moi, il y a beaucoup de Français en Californie, d'ailleurs. Oui, les Français sont très appréciés. Et vous soulignez un point essentiel qui nous concerne énormément, puisqu'on a créé, pour la première fois en Europe, une chaire qui questionne le transhumanisme, qui questionne cette vision du monde portée par GAFA et qui essaye de construire une éthique des technologies de l'information. Bienvenue. C'est plus que des technologies de l'information, parce que le transhumanisme, c'est les NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences cognitives.
C'est l'ensemble des quatre qui convergent pour porter le transhumanisme. Donc tout ça a pour socle le numérique, mais qui évolue dans quatre directions. Et je suis absolument persuadé que si nous ne nous occupons pas de cela en Europe, nous passerons tous sous la vision américaine et la souveraineté européenne est terminée. D'ailleurs, il y en a qui l'ont compris mieux que nous, c'est les Chinois. Et les Chinois ont développé leur propre industrie dans ces domaines-là et font en sorte que les usages de ces technologies correspondent à leur vision du monde, qui n'est pas forcément la nôtre non plus. Donc je suis très heureux de voir la création de cette chaire parce que je pense que nous avons intérêt à replacer l'usage de ces technologies dans une éthique et dans une vision de l'homme et du monde. Et peut-être que le 21e siècle, de ce point de vue-là, est passionnant parce qu'on va pouvoir redonner sa place à la vision de l'homme et du monde qui a terriblement manqué au XXe siècle. Merci beaucoup sur cette conclusion tout à fait importante et qui rejoint beaucoup de nos préoccupations ici à l'Université catholique de Lille. Merci Yves Verret et à très bientôt pour approfondir tous ces sujets. Vous êtes le bienvenu et nous serons ravis de pouvoir continuer ce dialogue. Merci Michel Salofkos pour cet accueil et pour cet échange. Vous avez abordé des sujets qui me tiennent à cœur.